Oh, bonsoir. Ok, moi je vais le faire assis parce que je vais pas mal manipuler. Donc je m'appelle Olivier, je travaille avec Christopher du coup et Maud que je crois que vous avez vu au début chez Microsoft dans tout ce qui est relation avec les développeurs. Et donc merci beaucoup d'être venu ce soir, on est content d'être à Montpellier. Et donc moi je vais vous parler de VS Code et en fait c'est pas le bon titre en plus. C'est on va parler un peu de collaboration dans VS Code, mais je vais vous montrer un petit peu moi comment j'utilise VS Code aujourd'hui. Donc les outils, que ce soit des outils intégrés ou à travers des extensions que je trouve sympa. Et je voulais savoir, vous êtes développeur plus quoi? Qui fait du web ici par exemple? Levez la main. Génial, la majorité des gens. C'est super parce que je vais partir d'un exemple d'une application web, même s'il y a énormément de choses que je vais montrer qui sont applicables à n'importe quel langage ou n'importe quel techno. Et donc voilà. Vous êtes prêts? Super. Mes slides sont dans VS Code, c'est rigolo. Juste pour la petite anecdote, vous connaissez Reveal.js? Vous les connaissez? Reveal.js? Ok. Reveal.js, c'est une bibliothèque en JavaScript pour faire des slides en web finalement. Et donc moi j'ai fait mes slides en Markdown et il y a une extension sur VS Code pour lancer ces slides directement dans VS Code. C'est juste rigolo. Voilà. Alors, juste pour parler VS Code, du coup, qui connaît? Qui connaît pas VS Code? Ok, quand même, quand même. Pour ceux qui connaissent pas, du coup. Donc c'est un IDE qui est open source, donc licence MIT, hébergé sur GitHub, qui est développé par Microsoft. Après c'est open source, donc n'importe qui peut contribuer. Et qui a été annoncé en 2015 à la conférence Build, et qui est aujourd'hui assez populaire. Juste pour vous sortir une petite stat, ça c'est le survey Stack Overflow, donc 2019, qui est un gros survey qui est fait tous les ans par Stack Overflow. Qui remplit le survey Stack Overflow? Nice. C'est que si tous les gens qui ont levé la main pour VS Code tout à l'heure remplissaient le survey Stack Overflow, VS Code sera encore plus haut dans les stats. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, en tout cas sur les milliers de personnes qui ont répondu, VS Code donc, est utilisé par plus de 50% des développeurs. Je crois que l'année dernière, on était à 34%, on est passé à 50% cette année. Donc il y a vraiment une super progression. Et quand on regarde dans les détails, alors chez les web développeurs, forcément, c'est le premier. Je sens que VS Code est développé sur la techno, enfin, par-dessus la techno Electron, qui est donc c'est une application web qui est packagée, donc ça fait qu'elle est aussi cross-platform, donc ça tourne sur Mac, sous Linux, sous Windows et sous normalement peu importe le système exotique que vous utilisez. Donc les développeurs web effectivement aiment bien VS Code et on verra tout à l'heure qu'il y a des outils intégrés dans VS Code exprès pour les développeurs web. Quand on va sur le mobile, alors Android Studio arrive en premier, c'est pas forcément enfin ça me paraît logique. Mais on voit que Visual Studio Code finalement arrive en deuxième et est super tight et a bien augmenté l'année dernière. Et effectivement, quand on voit qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de technologies comme Flutter qui arrivent et que les développeurs Flutter codent beaucoup sur VS Code, ça m'étonnerait pas que même pour les développeurs mobiles, VS Code passe en première position. Et quand on regarde sur tout ce qui est DevOps, VS Code aussi, c'est facile, c'est léger à utiliser pour éditer des petits fichiers. Voilà, vous en savez un peu plus sur VS Code et sur où est-ce qu'il se situe dans le marché aujourd'hui. Alors, pour la démo, je vais, pour le talk, je vais montrer un petit site web qui a été développé, qui est super simple. Alors, ça va être interactif au fur et à mesure. Juste pour afficher et cacher la petite barre sur le côté, c'est un raccourci, c'est CTRL-B. Voilà. Sachant que tout ce que je fais par raccourci, c'est faisable, tout ce qu'on fait par raccourci dans VS Code, c'est faisable aussi par la ligne de commande. Et alors, CTRL-SHIFT-P, ça lance la petite fenêtre de commande dans VS Code. Et donc là, tout ce que je viens de faire, donc le toggle, hop, la sidebar, je peux très bien le faire aussi depuis la commande. Voilà, pour en revenir sur le site, c'est un site tout simple, hein, l'idée, je ne vous ai pas fait un site avec 1000 pages pour après faire une démo de VS Code par-dessus. L'idée, c'est que le site soit super simple. Donc j'ai un fichier HTML, vous voyez, hein, même pas 30 lignes. J'ai un fichier JS qui va principalement construire du HTML parce que le fichier HTML est tout petit. J'ai un fichier CSS, voilà, qui fait un peu de style. Et j'ai un fichier data.json qui contient les données qui seront chargées dans le site. Donc c'est très simple. Et donc mon site, à quoi il ressemble? Je lance ma commande. Je vais lancer un petit serveur HTTP dans VS Code. C'est une extension. C'est assez sympa. Ça vous permet d'ouvrir soit dans votre navigateur,
soit directement dans VS Code votre site. Donc là, moi, j'ai un aperçu. Hein, si je commence à écrire coucou, voilà, il y a du live reload en plus. C'est plutôt cool quand on fait du JavaScript d'avoir ça directement dans son éditeur. Donc ça, c'est le site de notre tout premier roadshow qu'on a fait en mars. Donc voilà, c'était juste les arrêts qu'on avait fait. Voilà, alors je vous apprends pas, à côté, sur la gauche, on voit donc l'explorateur de fichiers. Rien de bien transcendant là-dedans. Juste un petit truc qui est sympa pour quand vous créez des fichiers. Il y a deux possibilités, soit vous faites des clics droits, New File, hein, soit vous avez un petit bouton là-haut. Quand vous voulez créer des fichiers qui sont nested, soit vous créez un dossier, vous cliquez droit, vous cliquez sur le dossier, vous créez un nouveau fichier, etc. Soit vous faites directement, vous pouvez, hop, et je peux créer un fichier directement là, et ça va me créer l'arborescence. C'est plutôt pratique pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est du bonus, c'est gratuit. Voilà, et chut, on va désactiver le son. Ok, dans les choses qui sont sympas, aussi dans VS Code, pour naviguer, que ce soit dans les fichiers, entre les fichiers ou directement dans les fichiers, c'est le breadcrumb. En haut, j'ai un breadcrumb qui n'est pas visible par défaut, il me semble, dans VS Code, mais que vous pouvez hop, afficher ou cacher. Donc là, il est caché, hop, là, il est plus caché. Le breadcrumb, c'est intéressant, ça marche sur tout type de fichier. Donc là, je suis dans un fichier HTML, par exemple, vous voyez, je suis dans un div, là, il va me dire en haut que je suis dans un fichier HTML, d'accord, dans mon index.html, dans la balise HTML, la balise body, la balise nav, la balise container, et je peux aussi naviguer dans le breadcrumb directement. Donc vous voyez, quand j'ai cliqué sur un nœud, je peux aller directement, hop, à ce nœud-là, directement. C'est exactement pareil dans tout type de fichier. Je suis dans mon fichier JavaScript, là, j'ai par exemple dans une boucle for each, il sait que je suis dans un fichier JavaScript, dans mon app.js, dans la méthode roadshow, hop, et je suis dans un callback dans une boucle. Et pareil, je peux naviguer directement. Pareil dans un JSON, sauf que c'est beaucoup plus le bazar, hein, quand vous avez des JSON bien profonds. Mais je peux aller cliquer n'importe où. Et CSS, pareil, enfin, je ne vais pas tous les faire. Mais du coup, vous avez vu qu'on peut remonter jusqu'au fichier. Ce qui fait que là, alors, tac, voilà, on prend un bureau. Là, je peux directement aussi naviguer dans les fichiers sans avoir mon explorateur de fichiers sur la gauche ouvert. Et je peux, hop, aller directement dans mon data.json depuis là. Voilà, ça c'est rigolo aussi. Alors maintenant, quand on code, on fait souvent du copier-coller. Et par exemple, là j'ai mon site web, et disons que si je veux faire une deuxième carte, là j'en ai une, hop, si je veux faire une deuxième carte, j'ai plusieurs possibilités. Soit la solution qu'on fait en général rapidement, c'est je vais aller sélectionner ma carte. Alors ça va là, elle fait 5 lignes. Je peux directement aller là, hop, et dire je monte 5 lignes, je la copie et je la colle. Effectivement, je vais avoir mes deux cartes, la deuxième qui va être vide. Et je vais pouvoir modifier directement. Hop, je peux enlever l'image. Rien de bien transcendant là-dedans. Mais c'est pas ultra top, surtout quand vous voulez copier-coller des choses qui font 50 lignes. Hein. Vous pouvez tout sélectionner, mais bon, c'est pas top. On va voir comment est-ce qu'on peut faire des sélections. Et on va voir après comment faire même des snippets pour même plus avoir besoin de faire de sélection et pouvoir dupliquer du code. Accessoirement, vous voyez que j'ai supprimé la mauvaise carte. Ça me permet de vous montrer un autre truc. Pour réindenter du code, là vous voyez que mon code il n'est pas du tout indenté, surtout à ce niveau-là. Vous avez pareil une commande format document qui est intégrée dans VS Code qui permet de réindenter votre code. C'est magique. Alors, je vous disais juste à l'instant qu'il y avait possibilité de sélectionner du code. Il y a pas vraiment un package, mais il y a un ensemble d'outils qu'on appelle Emmet dans VS Code qui permet de faire énormément de choses. Et dans ces outils, il y a un outil qui s'appelle Balance. Et Balance, ça va vous permettre de sélectionner une partie de code. Par exemple, là, j'ai le focus sur mon div, class container. Si je fais un emmet balance inward, ça va me sélectionner l'intérieur de ma balise. Et si je fais le emmet outward, ça va me sélectionner ma balise et tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est plutôt cool, hein, ça permet de faire aussi un copier et d'aller coller ma carte juste en dessous. Alors c'est bien, mais ça, à chaque fois, je dois quand même aller taper emmet balance et aller sélectionner en haut, ce qui n'est pas très pratique. Et moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est qu'il y ait un raccourci pour ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas de base dans VS Code, mais c'est extrêmement simple de créer des raccourcis. Par exemple, vous pouvez aller ouvrir tous les raccourcis de VS Code. Hop. En fait, vous voyez bien. Ouais. Oui. Je suis sur un thème qui s'appelle Cobalt 2.
qui est assez sombre. C'est vrai que souvent, sous la vidéo proche, ça rend pas tip top. Du coup, bonus. On peut changer le thème dans VS Code. Pareil, j'ouvre la commande, color thème. Je peux aller mettre un thème qui est plus light. Et en général, on voit mieux quand même quand c'est sur un fond blanc, surtout sur des slides. Je peux écrire plus gros. Non, je peux pas écrire plus gros, mais je peux zoomer. C'est mieux? Super. Pour moi, c'est beaucoup plus... Ok, là, je suis dans mes raccourcis. VS Code, vous avez tous les raccourcis de VS Code qui sont là. Il y en a certains qui sont par défaut, comme vous avez vu tout à l'heure, le CTRL B pour ouvrir et fermer la side nav. Mais effectivement, quand je vais voir mon balance émettre, il n'y a pas de raccourci. Ce que je vais faire, par exemple, c'est dire, hop, pour celui-là, je veux faire un raccourci. Je vais dire, par exemple, CTRL ALT down. Et pour le outward, donc et pour avoir en plus la balise sélectionnée, je vais faire CTRL ALT up. Et du coup, là, si je retourne dans mon index.html, que je mets sur mon container par exemple, si je fais un CTRL ALT down, ça sélectionne la partie intérieure. Et si je fais CTRL ALT up, ça sélectionne la partie avec le class container. Donc voilà, là j'ai créé un raccourci super rapidement dans VS Code et c'est assez pratique. Alors après, ça c'est bien si vous voulez copier-coller du code, mais imaginons que j'ai un code que je réutilise énormément de fois. Par exemple, ma carte là, je sais que je fais plein de cartes à plein d'endroits dans plein de fichiers. Donc ce que j'aimerais bien, c'est par exemple, c'est quand je commence à écrire card, que ça crée ma carte. Et c'est exactement ce que ça va faire. Je commence à taper card, et là j'ai créé une carte. Ça, c'est pas natif dans VS Code. C'est moi qui l'ai rajouté. Et ça s'appelle des snippets. Et dans VS Code, chaque type de fichier a des snippets. Par exemple, si je veux voir tous les snippets qui existent en HTML, vous pouvez aller voir Configure User Snippet. Et là, si je vais dans html.json, j'ai tous mes snippets HTML. Et donc là, c'est celui que je vais vous montrer. J'ai un snippet qui se déclenche quand j'ai un préfixe card que je commence à écrire, qui va ressembler à ça, et qui a une description. Ça, c'est pour la forme. Il faut savoir que par défaut, il y a des snippets qui existent. Par exemple, si je commence à faire, regardez, je vais dans les trucs un petit peu embêtants que personne n'arrive à se souvenir sur comment marchent les links, les scripts, src, etc. J'ai une balise script, hop, je l'écris, je vais écrire mon fichier JavaScript, etc. Et voilà, j'ai commencé à écrire juste script et il m'a proposé un snippet. Celui-là, je ne peux pas l'éditer, il est directement intégré dans VS Code. Donc il y a plusieurs moyens de créer des snippets. Soit je vais copier-coller ça et me débrouiller, mais vous avez vu que le body, c'est quand même un tableau où chaque ligne, c'est un élément du tableau. C'est un peu une horreur à écrire. D'ailleurs, vous voyez, hein, je ne l'ai même pas inventé parce que c'est vraiment la misère. Après, il y a un plugin qui permet de créer des snippets facilement. Par exemple, là, j'ai une navigation bar. Je sens qu'il y a déjà un snippet qui s'appelle nav, mais qui fait juste ça. Pas très sexy. Par contre, ce que je peux faire, c'est je peux sélectionner ma navbar et je vais dire que je vais voir créer un snippet à partir du code sélectionné. Donc là, je vais lui dire que c'est du HTML. Je vais lui donner un nom, par exemple, myNav. Hop. Le shortcut, c'est ce que je vais vouloir taper pour qu'il se déclenche. On va mettre la même chose. Et une description, ouais, super, navbar. Voilà. Et donc, à partir de maintenant, quand je vais commencer à taper myNav, j'ai une navbar qui va s'afficher comme ça. Donc voilà, là, j'ai pu créer un snippet assez facilement. Et si on retourne dans mon html.json, vous voyez que ma navbar apparaît là, que je viens donc de créer. Donc j'ai dit que les snippets étaient raccordés à des types de fichiers. Ce fait que par exemple, si jamais je crée un nouveau fichier et que je commence à vouloir taper nav, là il ne va pas comprendre. Si je commence à taper card, il ne va pas comprendre. Parce qu'il ne sait pas dans quel type de fichier aller chercher. Alors, il y a moyen quand vous avez un fichier, soit je l'enregistre avec une extension .html et il va savoir que c'est un fichier HTML, soit je vais pouvoir lui dire quel type de fichier c'est. En général, vous voyez, c'est écrit en bas. Vous voyez là, c'est écrit plain text. Là, vous pouvez cliquer là d'ailleurs et dire carrément que c'est un fichier HTML. Et à ce moment-là, si je commence à écrire card, je vais pouvoir créer une carte. Alors je vais dire, je vous ai montré le NAT tout à l'heure qui est intégré directement dans VS Code. Il y en a quand même des un peu plus sympas. Hein. Vous créez un fichier HTML, vous tapez HTML, vous avez la structure de votre fichier de base qui apparaît. C'est plutôt sympa. Voilà. Hop. On va faire chier. Mon fichier clean ne sert à rien.
Tadadadadam. Qu'est-ce que je peux vous montrer dans HTML? Je vais essayer de vous montrer des trucs un peu sympas dans tous les types de fichiers. Dans HTML, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Non. Dans les fichiers CSS, dans les trucs sympas, j'ai pas énormément de choses à montrer dans les fichiers CSS aussi. Juste moi, les choses que j'aime bien, c'est intégrer directement quand vous avez des couleurs, vous pouvez aller éditer les couleurs là. Par exemple, si on va aller chercher, qu'est-ce que j'ai comme couleur qui va changer rapidement. Hop, stop, là, c'est du gris. Et forcément, à ce coup, il veut. Bah alors. Ah ah! Je peux les mettre en rouge, tac. Et là, j'ai mon live reload qui va faire que, voilà, mes traits sont en rouge. Rien de bien transcendant. Un autre truc qui est sympa en CSS, j'ai souvent des problèmes, moi, c'est que je crée des fichiers CSS avec des structures. Et quand je suis dans mon HTML, ça déclenche pas mes règles CSS. Et j'ai beau regarder si jamais j'ai bien comment dire, la bonne syntaxe HTML et surtout le bon arbre, et pourtant ça ne déclenche pas. Et il y a un truc sympa, c'est que vous pouvez voir directement, si je me mets sur un nœud, ça me dit que ça doit être un élément avec une classe roadShow-activities. Alors là c'est simple, hein, c'est juste ça. Par contre, si j'ai un roadshow, tac, avec un span dedans, qui est en plus genre sur stop, et dedans il y a un A. Là on rentre dans des trucs un petit peu plus complexes, même si c'est pas non plus la mort. Et là, quand je vais me mettre dessus, voilà, ça va me dire que faut que mon arbre ressemble à un type élément avec une classe roadshow, dans lequel il y a un type span avec une classe top, et dans lequel il y a un lien. Donc voilà, ça vous permet de voir quand vous allez dans votre code HTML, dans l'explorateur, dans votre navigateur, et vous voyez bien votre arbre, et vous ne savez pas pourquoi votre XSS n'est pas déclenché, de voir qu'est-ce qu'il attend comme arbre de syntaxe HTML. Voilà, CSS, c'est les deux trucs, des trucs cool. En JavaScript, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de développeurs web. En JavaScript, il y a aussi des trucs sympas. Je vous ai dit que donc, VS Code est développé en TypeScript d'ailleurs exactement. Et il y a donc pas mal d'outils pour TypeScript, on verra un petit peu après. Mais notamment en JavaScript, il y a beaucoup d'outils qui sont faits pour updater votre code JavaScript sur les derniers standards. Aujourd'hui, donc ECMAScript, qui est le standard sur lequel est bâti JavaScript, évolue tous les ans maintenant. Donc on en est à ECMA 2019 cette année. Et c'est vrai que il faut un peu rester à jour. Et c'est pas forcément toujours simple de mettre à jour un site qui a du code legacy. Par exemple là, alors c'est fait exprès, mais mon site, vous voyez que j'ai des classes écrites à l'ancienne, avec des functions sur lesquelles j'écris des fonctions sur les prototypes. Là, par exemple, j'ai effectivement aussi en haut, j'utilise des promesses. Alors, vous pouvez faire pour ceux qui font encore des callbacks, essayer de passer au moins aux promesses. Mais voilà, VS Code va pouvoir m'aider à mettre à jour mon code. Par exemple, là, vous voyez, j'ai 3 petits points sous le fetch. En fait, ça, c'est VS Code qui m'indique que j'ai un moyen d'arranger mon code. Donc, si je reste dessus, il va me dire que je peux convertir ces fonctions en async await. Par exemple, qui voit ce que c'est async await en JavaScript? Ok. Async await, c'est une syntaxe, c'est du sucre syntaxique par-dessus les promesses, qui permet d'écrire du code asynchrone, mais avec une façon d'écrire plutôt synchrone. Quand on fait des promesses, par exemple, voilà, j'ai un fetch dans lequel j'ai un zen, après j'ai un zen encore, etc. C'est mieux que les callbacks quand même, où on pouvait avoir des trucs sur 70 colonnes à la fin. Mais si je convertis ça du coup avec des fonctions async await, voilà, mon code va ressembler à ça. Et ça, VS Code le sait, il l'a détecté tout seul. De la même manière, vous voyez que là, j'ai donc la vieille syntaxe pour écrire des classes, si on peut parler de classes en JavaScript. VS Code s'en rend bien compte. Il fait non, mais là, tu as un constructeur, il peut être converti en classe. De la même manière, il va me dire, il va voir que j'ai plusieurs classes dans mon dossier qui peuvent être créées. Il va me faire soit tu veux convertir ça là, soit même tout ce qu'il y a dans toutes les fonctions de ton fichier qui peut être converti en classe, je peux le faire. Là, si je dis oui, il va me convertir voilà, mon activity. Il a récupéré les méthodes qui étaient dans mon prototype et il a fait ça pour tout le reste. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. En plus, je rafraîchis, je vois que mon site marche toujours. Donc, vous voyez, c'est plutôt bien. Un autre truc sympa. Alors, j'ai parlé de TypeScript il y a 2 secondes d'ailleurs. TypeScript, ça a le gros avantage par rapport à JavaScript de typer et du coup de pouvoir détecter les erreurs facilement. Ce qui n'est pas le cas en JavaScript. Par exemple, en JavaScript, si je commence à écrire une boucle for i égale 0, i inférieur à 10, i++, et que dedans, en plus, je fais une erreur de syntaxe, je fais un console.log de i, comme ça, ce code-là ne marche pas du tout.
pour deux raisons. La première, c'est que j'utilise une variable qui n'existe pas, i. Il va me dire d'où ça sort. Et la deuxième, c'est que j'ai écrit console.log lo2g, et JavaScript n'a aucune notion ne peut pas savoir finalement qu'il n'y a pas de méthode log lo2g sur mon objet console. Heureusement, dans VS Code, il y a la possibilité de lui demander d'interpréter mon code JavaScript comme si c'était du TypeScript. Simplement en rajoutant en haut de vos fichiers un /tscheck. Donc là, vous voyez, tout de suite, ça reste un fichier JavaScript, mais il a détecté qu'il y avait des erreurs. Là, il va me dire qu'il ne connaît pas i, il ne peut pas le trouver. Et là, de la même manière, il va me dire que la propriété log, elle n'existe pas sur console. Et là même, il va me proposer de le corriger. Il va dire, je crois qu'il y a un log log qui existe. Est-ce que tu penses que c'est ça? Ça, c'est les choses qui sont de base en TypeScript, mais pas forcément en JavaScript, pas du tout en JavaScript, mais qu'on peut un peu simuler avec le tscheck qu'on a en haut. Voilà, plutôt cool pour le JavaScript déjà. Et on n'a pas encore parlé de JSON. Alors, il n'y a pas énormément de choses à faire avec un fichier JSON. Hein. Je ne vais pas révolutionner votre façon de travailler avec les JSON. Juste par contre, pour ceux qui font du TypeScript, en TypeScript, quand on veut créer un modèle, on a deux possibilités. Soit on crée une classe, enfin, des méthodes à mettre dedans, ce genre de choses, soit on va créer une interface qui va juste finalement décrire nos objets. Et c'est vrai que quand on bosse avec des API et qu'on reçoit des JSON énormes, on n'a pas forcément envie d'écrire les interfaces, enfin les modèles finalement des JSON qu'on reçoit. Et il y a une petite extension qui est sympa dans VS Code, qui permet de prendre un JSON et de vous générer vos interfaces TypeScript. Hop. Qui s'appelle JS2TS. Hein, pas bien JSON2TS. Et donc là, à partir de ma sélection, il va réussir à me créer mes interfaces. Donc là, il a bien détecté qu'un roadshow, c'était un titre plus un tableau de stop. Un stop, c'était une date, une ville, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique quand vous bossez avec des API pour générer vos modèles directement. Cool. Alors, on va débugger un peu. Il y a un débugger intégré dans VS Code et il y a pareil, moi j'utilise une extension pour débugger mon JavaScript. Alors, que vous fassiez du Python, peu importe, il y a des moyens de débugger dans VS Code. Souvent, c'est à travers une extension que vous devez installer. Les extensions, c'est dans ce petit onglet-là. Pour les 2-3 qui ne connaissent pas VS Code, on peut installer énormément d'extensions à cet endroit-là. Vous en avez pour tous les langages, toutes les technos. Et on a ce petit onglet-là, donc debug, qui permet de lancer des sessions de debug. Par exemple, moi je suis dans mon app.js là, et je veux que, voilà, à cet endroit-là, je vais mettre un breakpoint, je vais lancer. Et donc là, moi je lance un debugger dans Chrome. Donc j'ai un Chrome qui va se lancer par-dessus. Hop. Et ça va me permettre de débugger directement dans VS Code. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc je peux faire des watch, vous avez mes variables qui sont là. J'ai ma stack, enfin tout ce qu'on retrouve en général dans un debugger. Tac, on va fermer ça. Génial. Vite fait, tant que je vois. Vous voyez que à côté de ma ligne, il y a écrit Olivier Le Plus, c'est moi. Il y a 7 mois, j'ai fait un commit, donc avec un message de commit fit init website. Vous avez une intégration dans VS Code de Git qui est assez poussée. Après, vous avez des outils en plus, vous avez GitLens, du coup, qui permet d'avoir ce genre de petites lignes qui s'affichent à côté. C'est bien pour savoir qui blâmer quand il y a quelque chose qui a été édité et qui ne marche pas. Mais sinon, l'intégration dans Git, elle est plutôt simple. Hein. Vous avez votre branche qui est en bas, là. Hop, là, je vois qu'il y a des fichiers qui ont été changés. Je peux commit, genre super commit. Voilà. On peut créer des branches, pareil, c'est intégré directement dans VS Code. Je vais créer une branche qui s'appelle Roadshow. Et il y a une extension qui est sympa que j'utilise, moi, qui s'appelle GitHub Pull Request. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Il y en a qui remuent la tête. GitHub Pull Request, ça vous permet de créer des pull requests directement depuis VS Code. Et c'est sympa parce que ça a une tac. Ça a une interface graphique qui vous permet qui ressemble énormément à celle de GitHub, qui permet de créer les pull requests directement là. Donc là, voilà, j'ai fait créer une pull request. On me demande sur quelle branche je veux la faire. Il est en train de la créer sur le réseau. Bientôt, ça arrive. Je dis où je voulais faire. Qu'est-ce qui me partage chaque AG déjà? Johan. Merci Johan. Ça avance, ça avance. Et là, effectivement, si je vais voir sur mon repo, hop, j'ai mon repo qui est là.
je vais avoir une pull request qui a été créée directement ici. Voilà, mon super commit. Je peux même directement assigner des personnes. Hein. Là, je suis dans l'interface du coup de ma pull request dans VS Code. Je peux ajouter des reviewers s'il y a des personnes qui sont sur le projet. Et normalement, il y a des personnes qui sont sur le projet, mais je pense qu'avec le réseau, la liste n'apparaît pas. Voilà, je peux directement. Et la personne, si la personne à qui que j'ai mis en reviewer sur la pull request a aussi l'extension, elle va pouvoir voir directement à cet endroit-là les pull requests qui lui sont assignés. Donc là, moi, je peux voir par exemple toutes les pull requests. Ça arrive. Et la personne va du coup pouvoir cliquer dessus, avoir la même interface exactement, pouvoir check out le code de la pull request. Vous voyez, là, c'était une pull request qui avait été créée il y a plus longtemps. On va pouvoir donc check out sur la branche, tester et merge directement la pull request dans master. Vous voyez, par exemple, là, c'est une pull request qui a été créée par quelqu'un d'autre. Moi, je peux aller dessus, je peux check out. Du coup, ça va check out la branche de la personne qui a créé la pull request, qui va me permettre de tester le code finalement, et à la fin d'approve et de merger la pull request si je le veux. C'est plutôt sympa. Faire plein de choses sans sortir de VS Code finalement. Il y a un autre truc que je vais vous montrer, mais alors, avec le réseau, on va voir comment ça marche. Et Christopher, j'aurai besoin de toi pour m'aider. Il y a un outil qui s'appelle LiveShare. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent LiveShare. Ici, voilà. Ok, 4-5 personnes. C'est un outil qui est développé par Microsoft aussi, qui marche dans Visual Studio et dans VS Code, qui marche même entre Visual Studio et VS Code pour ceux qui veulent, qui permet de collaborer quand on fait du code. Alors, vraiment, c'est une extension installée, donc ce petit icône sur la gauche, et qui va permettre de créer des sessions de collaboration, ou d'en rejoindre. En l'occurrence, là, je vais en créer une. Et ce que ça va me faire... Ah, bien sûr, il me demande de me reloguer. Allez. Hop. Donc, vous pouvez vous loguer avec GitHub ou avec un compte Microsoft si vous en avez un. En l'occurrence, je me suis connecté avec mon compte Microsoft. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me générer un lien que je vais pouvoir partager. Là, ça m'a généré un lien. Donc, je vais le partager avec Christopher. Alors, moi, j'ai aussi un Slack intégré dans VS Code. C'est une autre extension, ça, pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous pouvez directement parler dans Slack avec Chris. Donc là, je vais lui envoyer le lien. Et donc, Christopher va cliquer dessus. Et j'espère... Salut Chris. Tu peux cliquer sur le lien. Et en fait, ce que ça va faire, alors on voit pas son ordinateur, mais Christopher n'a pas du tout le code sur sa machine, mais il va avoir accès exactement, à la même interface que moi. Donc ça va streamer mes fichiers. Donc il va avoir accès à un explorateur de la même manière. Et par exemple, si je vais dans mon fichier va dans le app.js, tant que tu y es, si tu arrives à te connecter. C'est en train, ok. Vous me pardonnerez pour le réseau. Mais du coup, voilà, on va avoir une session où Christopher va pouvoir écrire dans mes fichiers, il va pouvoir naviguer dans mes fichiers. Du coup, je continue à parler sur d'autres trucs, hein, le temps que tu arrives. Je retourne dans LiveShare, dans les choses qu'on peut faire. On peut faire un call audio. Ça a plein d'applications. Par exemple, vous pouvez faire passer des entretiens comme ça. Donc, vous avez un code, par exemple, vous voulez qu'une personne participe au code, vous pouvez lui partager un lien à pouvoir écrire dans le code. Et vous avez un chat audio. Mais bon, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Quand vous êtes professeur, par exemple, vous donnez un cours à des étudiants, c'est intéressant aussi. Vous avez des outils comme directement qui vous permettent, là-haut, ouais, forcément, personne n'est connecté. Christopher, tu arrives quand? D'accord. Qui vous permettent de forcer les gens à vous suivre. C'est-à-dire que moi, là, quand je vais scroller, je peux très bien forcer à ce que toutes les personnes qui sont connectées sur mon live share scrollent aussi en même temps que moi. Je vais changer de fichier, ça va changer de fichier chez eux aussi. Donc ça, c'est intéressant quand on est avec des étudiants, ou effectivement, si vous êtes aussi en train de faire passer des entretiens, ou si vous faites du pair programming avec une personne qui est à l'autre bout du monde, pareil, elle peut être avec vous sur le fichier. Christopher, je perds patience. et voilà. On peut aussi partager des serveurs. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. C'est-à-dire que Christopher n'a pas forcément mon serveur Python, mon serveur Java, mon serveur MongoDB, Elasticsearch, ou quoi que ce soit, ou même là, mon serveur Node d'installer sur sa machine. Donc, je vais pouvoir partager un serveur. Et comment ça se passe? C'est que je vais dire quel port je veux rediriger pour Christopher. Donc là, je vais dire que mon port 8080, par exemple, je lui donne un nom, ça on s'en fiche. Et donc, Christopher, dans son interface, va avoir exactement la même chose. Il va avoir dans Shared Server le port 8080 qui va voir là.
Et en fait, finalement, il va pouvoir utiliser mon serveur web pour afficher mon code. Et ça, c'est pratique. Si vous avez effectivement un serveur du MongoDB ou SQL, peu importe, je vais pouvoir partager le serveur. Et même Christopher, si j'ai besoin d'aide, de son aide, n'a pas le serveur MongoDB, n'a pas les données chez lui, il va pouvoir quand même taper sur l'API, etc. La chose qu'on peut faire aussi, c'est partager le terminal. Par défaut, si Christopher ouvre le terminal, il va voir un terminal partagé. Et moi, quand je vais écrire dedans, il va voir ce que je fais. Par défaut, lui, il ne peut pas le faire. Par contre, s'il commence à taper, si un jour il arrive, ça va me demander si je veux lui donner l'accès en écriture. À ce moment-là, si je dis oui, Christopher aura l'accès en écriture et il pourra taper les choses dans mon terminal. Faire gaffe, hein, il peut très bien faire un RM sur vos fichiers. Sachant que quand je ferme la session live share à la fin, vu que mon code n'était pas dupliqué chez Christopher, tout va disparaître. Par contre, si effectivement il a commencé à faire des copiers, à faire des genres de choses, à faire des SCP pour se transférer le code chez lui, ça il y aura accès. Christopher. Le monde t'attend. Ça a marché? Que je suis à court de choses à dire. Donc ouais, c'est quand même une extension qui, quand il y a du réseau, est extrêmement sympa. Du coup, quand vous êtes en réseau local, là ça passe par un serveur. On peut désactiver ça si l'ordinateur ouais. sur le réseau. Si vous êtes dans le réseau d'entreprise, il y a une petite option. Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite justement, pendant que tu t'en sors. Voilà. Alors, dans VS Code, hein, vous avez les préférences de toutes les extensions au même endroit, à part quelques-unes comme Gitlens qui a son propre panneau pour configurer. Mais effectivement, quand vous allez dans LiveShare à cet endroit-là, vous avez énormément de choses que vous pouvez configurer. Vous avez par exemple le fait d'autoriser les personnes à lancer des sessions de debug elles-mêmes, parce que si je lance une session de debug et que je mets un breakpoint, ça va aussi s'arrêter chez Christopher. Et Christopher pourra rajouter des breakpoints, pourra inspecter les variables, etc. Donc même les sessions de debug peuvent être partagées. Bon, il y a énormément de choses, je ne vais pas forcément revenir dessus. Vous avez, par défaut, il y a une limite de 5 personnes, vous pouvez monter à 30 personnes pour se connecter. Mais ce que disait Christopher à l'instant, si je retrouve l'endroit où c'est la façon dont on se connecte, en fait. Tac, tac. Voilà, le connection mode. En fait, quand j'envoie le lien à Christopher, effectivement, il y a un serveur chez Microsoft entre les deux. À partir du moment où il va cliquer, c'est une connexion entre nous deux qui va s'établir. Ça, c'est le mode par défaut. Si jamais il y a un problème sur le réseau, parce que vous êtes dans une entreprise où il y a des ports qui sont bloqués, ou peu importe, un truc qui ne marche pas, il y a un serveur, finalement, il y a un fallback avec un serveur chez Microsoft qui va prendre le relais. Là, tout le string passera par le serveur de Microsoft, sachant que c'est quand même ça passe par du SSL, donc c'est quand même encodé normalement. Il n'y a rien qui est stocké, mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ça, c'est le mode par défaut. Ça connecte entre vous deux. Si jamais ça ne veut pas, ça prend par un pont. Vous pouvez le configurer. Si vous voulez que ça passe jamais par un relais chez Microsoft, vous pouvez forcer le fait que ça soit un mode direct. Ou si vous savez que dans votre entreprise, dans tous les cas, ça ne marche pas en direct, vous pouvez forcer le fait que ça passe par un relais sur Azure. Du coup, vous n'avez pas le temps d'attendre pour qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas. Donc, c'est des choses qu'on peut configurer aussi. Christopher? Tu relances la session. Juste pour vous, en attendant, au cas où ça ne marche pas, comment ça se présente quand Christopher va être connecté? Ça va faire, pour ceux qui utilisent des outils collaboratifs de Google en l'occurrence, type Google Docs, vous avez un petit... quand vous avez une personne connectée, vous voyez son nom en fait dans un petit truc rose, orange, rouge. Et ben c'est exactement la même interface. Je vais voir le nom de Christopher qui va apparaître dans une petite bulle rose, orange, rouge, peu importe en fonction des personnes qui se connectent. Chose que je peux désactiver aussi dans les settings. Hein. Si vous avez 30 étudiants, vous ne voulez pas que ça devienne non plus un arc-en-ciel votre code, vous pouvez désactiver le fait que vous voyez les autres personnes. Mais c'est comme ça que ça va se présenter d'une minute à l'autre quand Christopher va se connecter. Non, c'est le même lien. La session est toujours lancée. Ok, bon. En attendant, moi, c'était tout ce que je voulais vous montrer dans VS Code. Voilà, moi, des choses que j'utilise au jour le jour qui me permettent d'être plus efficace, en tout cas quand je code. Et en espérant que Christopher arrive à se connecter, est-ce que vous avez des questions? Voilà, il y en a qui ont levé la main avant que je pose.
voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen d'exporter toutes les extensions, ou du moins la liste des extensions qu'on a, pour que un nouveau collègue arrive, on utilise installer d'un coup, en fait, pour qu'on ait des choses. Ouais, alors il y a une extension, alors que j'ai pas sur cet ordinateur-là. Il y a une extension qui permet de synchroniser la liste de ces extensions sur. En général, c'est sur GitHub, il me semble. Ouais. Et ouais, ça crée un GIS sur GitHub. Et finalement, une personne qui vient, qui veut. Enfin, moi, je m'en sers surtout quand je suis sur un PC et j'ai plusieurs PC et je sur un autre, je retrouve toutes mes extensions. Je réinstalle l'extension et je récupère tout et ça réinstalle tout sur le PC. Alors, c'est une extension installée qui permet de faire ça. Et c'est possible. Et donc, effectivement, c'est un JSON, un GIS qui est stocké sur GitHub. Ce fait que vous pouvez même faire ça avec. Moi, j'utilise pour moi, quand je passe d'un PC à l'autre, mais effectivement, vous pouvez le faire pour que dans votre entreprise, tout le monde ait les mêmes extensions qui sont installées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Sur le partage, justement, cette fonctionnalité, j'ai plus l'habitude sur Visual Studio. Il y a un truc qui me fait rager, c'est que j'ai jamais l'autocomplétion. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un truc qui se paramètre? Est-ce que c'est différent sur VS Code? Sur la session avec la personne partagée, en fait, quand on veut l'aider, il n'y a pas l'autocomplétion. Bon, un peu moins pratique. Alors, c'est toujours moi qui partage les trucs, donc moi j'ai pas de problème. Mais on va tester ça dans une seconde. N'est-ce pas? C'est quoi le problème en fait? Je vois pas que des systèmes, c'est ça? Oh. Je vois aucun share de serveur. Ok, je kill la session. Je recrée une session. Et je te la renvoie sur Slack. Tac. C'est pas écrit ce que je parle là. Il y a d'autres questions? En attendant qu'on teste ça. Non? Oui? Par rapport au snippet. Ouais. Là, on a vu, on peut genre copier une partie de code et coller et utiliser en fait un raccourci pour mettre directement le snippet. Ouais, c'est une extension. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen pour dire, pour en fait choisir les emplacements du curseur quand on met le snippet? On va dire que le curseur il va là, et puis là, et puis là. Ouais. Genre un light something. C'est exactement ce qui se passe quand vous faites, par exemple, vous êtes dans du JavaScript et vous faites une boucle for, voilà. Par défaut, il va sélectionner le premier, je tape I, je fais tab, ça arrive sur array, etc. Ouais. Alors ça, c'est très possible. En fait, quand vous faites, quand vous avez un snippet, vous avez la possibilité finalement de permettre à l'utilisateur, quand il crée le snippet, d'être directement sur un focus et quand il fait tab, de passer sur des focus plus tard. La notation, c'est juste $, et vous mettez les numéros dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'il y ait le focus. C'est très simple. Et il y a même la possibilité de, alors on va faire un test parce que je suis pas sûr, de mettre par défaut une valeur. C'est que si je fais nav par exemple, non, c'est myNav. Ah, vous voyez, Christopher est là? Il vient d'arriver. Je fais myNav, voilà. J'ai Toto par défaut, mais je peux écrire ce que je veux. Donc là, on voit que Christopher, effectivement, est arrivé sur mon fichier. Donc vous voyez, hein, il y a son nom qui s'affiche. Bienvenue, Christopher. Et voilà, Christopher peut écrire ce qu'il veut dans mon code. Et super, tu peux tout casser. Et donc, dans le terminal, comme je disais tout à l'heure, Christopher peut aussi faire une requête. J'ai soif. C'est bientôt la fin. Pardon? Il y a un read-only sur le terminal. Ouais. T'as essayé d'écrire dedans? Que s'il essaie d'écrire dedans, en fait, et que je l'ai pas mis par défaut en écriture, ça va me demander, voilà. Ça me demande si Christopher, je lui donne l'autorisation. Si j'accepte, Christopher, à ce moment-là, va pouvoir écrire dans mon terminal et faire toutes les bêtises dont je disais tout à l'heure, par exemple, c'est Matrix. Voilà. Non, tu peux pas lancer n'importe quoi. Et donc voilà, on a enfin réussi à vous montrer ça. Mais je vais couper la session avant qu'il fasse des bêtises. Donc là, je vois que Christopher, effectivement, il est connecté, je vois où il est. Bon, ça, c'est rien de bien sorcier. Tout de suite, j'arrête d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est possible de déconnecter? Oui, bah alors juste à côté de Christopher, j'avais la petite croix et je pouvais effectivement le déconnecter. Sachant que là,
Alors c'est dans les options que j'ai montré tout à l'heure, dans les settings. Par défaut, j'ai envoyé le lien à Christopher, il a cliqué dessus, il rejoint. Vous pouvez activer une case pour que même quand quelqu'un clique sur un lien, ça vous demande avant l'autorisation pour que la personne rejoigne. Histoire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui balance sur Twitter un lien quand vous êtes en train de faire un truc et que ça devienne le bazar. Même s'il y a quand même 30 personnes maximum, c'est jamais cool. Vous avez d'autres questions? Oui. Oui. Du coup, bon, on n'a pas testé en live s'il y avait l'autocomplétion. Ah oui, Mais, Chris, reviens. non, mon autre question, en fait, c'était justement, j'utilise plus Visual Studio, puisque Ouais. je suis surtout sur du .NET Core. Ouais. Et justement, la question, c'est à quel point l'intégration est vachement bien faite pour tout ce qui est .NET, évidemment. Mais alors, sur VS Code, est-ce qu'on a le niveau fonctionnel qui est à peu près similaire? Surtout sur ce qui va être test automatisé, interaction avec les serveurs, donc j'ai l'impression que ça a l'air d'être OK. Alors, je sais pas de .NET Core, mais j'ai un collègue François qui a eu la même question une fois quand je donnais le talk. C'est lui qui a répondu et lui maintenant il fait sur VS Code .NET Core. D'accord. Donc lui il a été conquis et vraiment, voilà, dans Visual Studio, ce qui est bien, c'est que c'est une usine à gaz, mais il y a énormément de choses donc, qui sont très paramétrées, qui sont effectivement. codées. VS Code, étant donné que c'est un peu plus libre et qu'ils sont plus portés sur d'autres langages, c'est pour savoir si le niveau fonctionnel pourrait être récupérable. Alors lui il a été conquis parce qu'on a eu des gros débats au début, hein, parce que quand j'ai dit pareil VS Code c'est light, etc. et que lui il a commencé à me dire regarde la dernière version de Visual Studio, je la lance et ça va super vite maintenant. Et finalement il a essayé VS Code et maintenant il code dessus, sachant que un des avantages de VS Code c'est que tu as un système d'extension qui est super poussé. Et regarde, je tape .NET et j'ai plein d'extensions pour un paquet de trucs que je ne connais pas. Mais du coup, c'est extrêmement facile d'enrichir l'éditeur. Pour appuyer ce que tu dis, en fait, il faut savoir que toute l'intelligence, la compilation qui est faite dans le moteur qui est utilisé pour ça, en fait, c'est exactement le même moteur qui est dans VS Code. Tout ce qui est quick fix, sont de base, je ne parle pas de Uncharted. Et de base, c'est exactement les mêmes dans VS Code. Et c'est exactement le même principe qui est utilisé pour TypeScript. C'est exactement le même niveau de support pour TypeScript dans le code. Un TypeScript, ça va plus loin que n'importe quel autre éditeur IDE de texte qui supporte le TypeScript web service et le TypeScript web service va pareil avoir le système. En fait, on déporte dans un système à côté du compilateur tout ce qui est support du langage, de manière justement à ce qu'on fasse des langages qui ont le même niveau de support, quel que soit de l'éditeur. D'accord. Justement, après, de ce que j'en vois de l'éditeur, à partir du moment où on arrive à avoir à peu près le même niveau fonctionnel, il y a peu de raisons de ne pas switcher. En fait, ça va dépendre après des projets que tu fais. Si tu fais du WPF, si tu fais du WP, ce genre de choses, tu n'as pas d'éditeur visuel. Tu n'as pas la partie éditeur visuel, XAML, renderer, pour du web, forms, voilà. Si tu fais du web, si derrière en fait tu fais une API en .NET Core et tu comptes en Angular, en React, en Vue, oui, en effet, là, la VS Code peut être. Ok. Oui. Pardon, le live share, c'est 30 versions, c'est ça? Ouais, maximum, ouais. En audio, En fait, quand tu es en audio, ça fait l'audio sur tout le live share. Donc, 30 personnes en audio. Alors après, tu peux mute les personnes. Quand tu es le owner, tu peux mute les personnes pour qu'il n'y ait que toi qui soit entendu. Mais sinon, ouais, tu peux créer un orchestre. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ouais. Qui review toutes les extensions. Alors, moi, j'ai déjà créé une extension, personne n'a vérifié ce que j'avais fait. Non, alors par contre, quand tu es dans les extensions, alors c'est un peu comme n'importe quoi sur un package NPM ou quoi que ce soit. Tu peux voir le nombre de téléchargements, tu vois un petit peu les reviews des gens, mais c'est comme quand tu installes un package NuGet ou NPM ou quoi que ce soit. Une faille qui est détectée avec la communauté qui le passe très rapidement. Alors, les extensions se mettent à jour toutes seules sur VS Code. Dès qu'il y a une nouvelle extension. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a soif. Donc, on peut continuer à en parler juste après.
J'ai des stickers avec notre mascotte et VS Code, et j'ai même des pins VS Code. S'il y en a qui veulent. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un apéro du coup juste là, il n'y a pas de pizza. Par contre, je vous propose une fois qu'on a pris l'apéro d'aller genre au Trois Bosseurs ou autre pour aller manger ceux qui ont envie. Deuxième truc, j'ai une place sûre et peut-être une deuxième place à vous donner pour la Druid Con Londres le 24 et 25 octobre, dans pas longtemps. Si vous êtes intéressés, venez me voir après et on essaye de faire ça. Merci en tout cas d'être venu. Merci.